les initiatives des collectivités territoriales en matière de santé. Donc c'est un peu, diraient les journalistes, un marronnier depuis quelque temps. C'est un sujet récurrent qui préoccupe les élus et qui sans aucun doute préoccupe l'État également. Et disons que depuis plusieurs années, on assiste à deux mouvements en matière de santé, une sorte de territorialisation un peu sous forme de déconcentration avec la création des agences régionales de santé, mais on pourra s'interroger sur la déconcentration réelle à l'aune de la crise sanitaire, et puis l'engagement croissant des collectivités, je pense particulièrement aux communes et aux départements, un engagement croissant d'intervention dans ce champ de compétences, non par caprice, mais par exigence parfois ou par besoin, parce que les territoires se sont parfois vidés d'un certain nombre de services de santé que j'appellerais de proximité, mais aussi de services de santé, on va dire, qui ne relèvent pas de l'aune d'un territoire communal. Je veux parler des hôpitaux et notamment des spécialistes. Alors, on retrouve sans doute cette tension dans les récentes annonces du Premier ministre après le Ségur de la santé, puisque l'État a annoncé, a débloqué des sommes très importantes de 9 milliards pour permettre aux territoires de lancer des projets locaux. Donc on voit bien qu'on parle de territoire, on parle de projets, mais avec en quelque sorte un ensemblier, si je puis dire, ou un chef d'orchestre, que serait l'ARS. Alors, on a vu aussi, on a eu un éclairage nouveau, parce que le sujet que nous abordons, si c'est un sujet qui est structurel, il a aussi donné lieu à des lectures un peu différentes avec la crise sanitaire, où on a vu l'enjeu on va dire, d'un service de santé à la population, de proximité réactif et l'engagement souvent des collectivités. Et d'ailleurs, M. Renaudy, que je salue, vous avez repris la phrase du président du Sénat qui a dit que la crise sanitaire avait vraiment montré la réactivité et l'agilité des collectivités territoriales face à un État qui était défaillant. Et moi, je ne culpabilise pas l'État en quelque sorte devant l'urgence, mais sans doute l'impuissance d'un État très lointain, très ankylosé, à être un acteur très opérationnel en période d'urgence. Donc le Sénat a avancé un certain nombre de propositions pour consolider les compétences des collectivités. Au sein des 50 propositions qui ont été présentées au président de la République pour le plein exercice des libertés locales, et un certain nombre de rapports ont été faits par nos collègues, dont le président de la commission d'aménagement durable d'aménagement du territoire, pardon, qui doit nous rejoindre par visio. Et donc, nous, aujourd'hui, nous engageons des travaux pour prendre connaissance des initiatives qui existent, de celles qui sont possibles, des blocages qui pourraient être levés, et non seulement pour peut-être avoir ensuite des préconisations législatives relatives à la compétence, au champ d'intervention des collectivités en matière de santé, mais aussi pour aider des élus dans une conduite de projet efficiente. Je pense que chacun de nous connaît dans son territoire des élus extrêmement engagés qui ont parfois construit des maisons de santé où nous avons les murs, les ordinateurs, les canapés, mais nous n'avons ni patients, ni médecins, parce que ce projet a été engagé avec beaucoup de sérieux par des élus, mais que ça n'a pas été un projet, on va dire, partenarial et un projet de territoire. Donc je veux saluer, alors M. Valtou doit nous rejoindre. Je rappelle que M. Valtou est président de la Fédération hospitalière de France, mais il est aussi maire de Fontainebleau. Madame Besse, je vous salue. Vous êtes coprésidente de la commission santé de l'Association des maires de France, et Frédéric Chéreau, qui est assis à côté de vous, est coprésident à la commission
dans cette même commission. Et puis, je salue Monsieur Renaudy, qui nous apportera un éclairage, qui est un éclairage juridique. Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Paris 1 et vous êtes auteur d'un récent article extrêmement inspirant, Collectivité territoriale et compétences en matière de santé publique, sortir de l'ambiguïté, point d'interrogation. Donc pour conclure mon introduction, on peut avoir 3 séries de questions et mes collègues compléteront naturellement avec des questions qui seront extrêmement précises et fort pertinentes. D'abord, une question importante, c'est que peuvent faire juridiquement les collectivités en matière de santé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des verrous qui apparaissent d'une manière extrêmement précise aujourd'hui et qu'il conviendrait de faire sauter pour une meilleure efficacité de l'action publique, parce que nous, c'est notre sujet, l'efficacité de l'action publique au dernier kilomètre, si je puis dire. Quelles sont les initiatives existantes, et sans doute l'AMF pourra nous en parler, qui paraissent intéressantes, et quelles perspectives de développement peut-on envisager? Et avant de vous donner la parole, j'ai une proposition à soumettre à nos collègues. Donc, comme nous avions annoncé cette mission, nous avions pressenti 2 collègues, Philippe Mouillet, qui est ici, qui est sénateur des Deux-Sèvres et qui est membre de la Commission des Affaires sociales, et Patricia Schillinger, qui est ici aussi en vision et que je salue, pour mener nos travaux, parce que nous souhaitons aussi qu'il y ait un lien très étroit avec la Commission des Affaires sociales, de façon à ce que ce travail soit le plus fructueux possible et qu'il enrichisse l'ensemble des structures du Sénat. Donc, mes chers collègues, y a-t-il quelques avis ou quelques commentaires sur ces propositions? Donc, je mets à votre approbation. Qui ne dit mot consent? Bien que vous soyez masqué, vous n'êtes pas censuré, donc je considère que les choses sont faites. Voilà. Donc, merci encore une fois à nos collègues des Affaires sociales et de l'aménagement du territoire. Et je rappelle qu'il y a une captation vidéo qui est retransmise en direct. Donc, merci beaucoup. Je passe la parole peut-être tout de suite à vous, Monsieur Renaudy, pour que nous situions ce cadre juridique et les interrogations qui sont les vôtres. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, merci pour cette invitation à participer à cette table ronde sur un sujet, en effet, vous l'avez rappelé, tout à la fois d'actualité et sur lequel il y a beaucoup à dire. Les relations entre les collectivités territoriales et la santé me semblent marquées par une double ambiguïté. La première ambiguïté, c'est que la politique de santé publique aujourd'hui est territorialisée. C'est le mot qui est utilisé par le Code de la santé publique, mot qui a été introduit par la loi Touraine de 2016. Territorialisée, c'est-à-dire au fond adaptée aux besoins de santé d'un territoire donné. Pourquoi cette territorialisation de la santé? 2 motifs peuvent être avancés. Le premier motif, il tient à l'inégalité dans l'accès aux soins, lesquels sont apparus de manière criante à l'occasion de la crise sanitaire. De multiples facteurs démographiques, topographiques, économiques sont à l'origine de situations contrastées avec d'un côté des zones particulièrement bien dotées en personnel et en moyens sanitaires et de l'autre ce que l'on appelle parfois des déserts médicaux. Il est donc important de corriger ces inégalités territoriales par des outils locaux. La seconde raison, elle est d'un tout autre ordre. Elle tient aux différences épidémiologiques qui sont susceptibles d'exister selon les territoires. Comme le montrent régulièrement les études menées sur le sujet, il y a des différences qui sont susceptibles de porter selon les territoires, là sur le taux de mortalité, là sur la prévalence de certaines maladies. Cela conduit à considérer que le lieu de résidence est un déterminant social de la santé et justifie donc une approche sanitaire différenciée selon les territoires. C'est vrai en période normale et naturellement, c'est vrai également en période de crise sanitaire. Dès lors qu'une territorialisation de la santé est mise en œuvre, on pourrait penser que les collectivités territoriales en constituent les principaux acteurs. Il n'en est rien.
Il n'en est rien, les territoires concernés par ce mouvement ne sont pas ceux des collectivités du même nom, mais ce sont les lieux qui ont été choisis par les organes centraux de l'État pour concevoir et pour appliquer la politique sanitaire. Autrement dit, la territorialisation de la santé est opérée non pas dans le cadre de la décentralisation, mais dans celui de la déconcentration. Au-delà de cette première ambiguïté, il en est une seconde qui mérite d'être relevée. Elle tient à ce qu'en apparence, les choses sont simples. La santé publique est l'affaire exclusive de l'État. C'est d'ailleurs ce qu'affirme sans ambages le Code de la santé publique. La politique de santé relève de la responsabilité de l'État, point. Qu'est-ce qui justifie cette compétence exclusive de l'État? Deux motifs, là encore. Premier motif, c'est un motif d'ordre historique. L'évolution du secteur sanitaire est marquée par une appropriation progressive par l'État des questions sanitaires, notamment, et je ne peux pas manquer de le relever, à la suite d'épisodes épidémiques. À chaque fois qu'il y a eu une épidémie, l'État s'est approprié un petit peu plus, à la suite de celle-ci, de compétences en matière sanitaire. Le second motif, c'est un motif d'ordre juridique. Il est important, c'est le principe d'égalité, non pas, comme on le dit parfois, principe d'égalité devant la loi, non. C'est l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, selon lequel la nation garantit à tous la protection de la santé. Voilà le fondement juridique de la compétence de l'État. Et c'est sur ce fondement constitutionnel qu'il revient à l'État d'assurer sur l'ensemble du territoire national, d'une part, l'égal accès aux soins et d'autre part, l'égalité dans la distribution des soins. Pour autant, et on le sait, et votre introduction l'a rappelé, les choses sont plus complexes en pratique. Si on se donne la peine de voir derrière les apparences, on ne peut que constater que les collectivités territoriales, et la crise du coronavirus l'a confirmé ou révélé, ne sont pas totalement exclus, c'est le moins qu'on puisse dire, du champ sanitaire. Prenons chacun des échelons. Commençons d'abord par les communes. Elles sont certainement les collectivités dont le rôle est le plus important en matière de santé. Ça tient à des considérations historiques. Rappelons que, par exemple, sous la période révolutionnaire, c'était bien elles à qui l'on avait confié les questions sanitaires. Et puis, bien sûr, leur statut d'échelon de proximité les conduit à exercer des pouvoirs en la matière. Alors, je pourrais en citer beaucoup, sans doute seront évoquées il y a quelques instants. J'en prends deux compétences liées à la santé. Une classique, celle de police. Au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, le maire peut prendre toute mesure pour assurer la salubrité publique et il lui appartient de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents, les fléaux calamiteux, les maladies épidémiques ou contagieuses. C'est ce qui figure à l'article L2212.2 du Code général des collectivités. Cependant, et il faut le rappeler, et là encore la crise sanitaire l'a montré, cette compétence de police du maire est limitée par un certain nombre de polices administratives spéciales détenues par les autorités étatiques. Deuxième compétence, le service communal d'hygiène et de santé, qui est placé sous l'autorité du maire ou du président de l'EPCI et qui exerce des attributions en matière d'hygiène, de l'alimentation, de l'habitat. S'agissant des départements, ils constituent, et on le sait bien sûr, l'échelon essentiel du dispositif relatif à l'action sociale et médico-sociale. Et c'est à ce titre que le département exerce des compétences susceptibles d'intéresser la santé. Deux exemples, là encore. D'un côté, le service de protection maternelle et infantile, dont le conseil départemental est responsable et assure le financement. De l'autre, bien sûr, on en a beaucoup parlé à l'occasion de la crise, la compétence du président du conseil départemental pour autoriser la création de certains établissements sociaux et médico-sociaux et pour gérer certains établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. S'agissant des régions, elles constituent une ambiguïté dans l'ambiguïté. Alors même que l'échelon régional a été promu comme le cadre principal de l'action sanitaire de l'État avec les ARS, le Conseil régional, lui, dispose en matière sanitaire de compétences relativement modestes qui s'articulent au fond autour de deux pôles. Le premier pôle, c'est la prévention sanitaire. Le Conseil régional peut définir des objectifs particuliers en matière de santé, élaborer des programmes de prévention de certaines maladies et d'information sur celles-ci.
Et le deuxième pôle concerne la formation des professionnels de santé. Vous connaissez naturellement le lien entre la formation et le conseil régional. Il est remarquable que, s'agissant du champ sanitaire, le conseil régional ait la charge du fonctionnement et de l'équipement d'un certain nombre d'écoles ou d'instituts. Par exemple, ceux qui forment les sages-femmes ou les préparateurs en pharmacie hospitalière lorsqu'ils sont publics. Au-delà des compétences propres de chacun de ces trois échelons, je voudrais insister sur une compétence dévolue à tous ces échelons et aussi également aux établissements publics de coopération intercommunale et qui est peut-être un peu négligée, même si on l'a évoqué à propos des maisons de santé. C'est la possibilité qui est laissée par le Code général des collectivités à l'ensemble des échelons de pouvoir attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans certaines zones. Une fois rappelée cette double ambiguïté, je crois nécessaire d'en sortir. Comment ? Sur la forme, il convient de réfléchir en même temps, et sans jeu de mots, aux dimensions décentralisées et déconcentrées de la politique de santé publique. Ce serait une première. Jusqu'alors, on a toujours réfléchi soit d'un côté, soit de l'autre, jamais ensemble. Sur le fond, je voudrais, pour conclure, souligner trois éléments. D'abord, je crois que d'une manière ou d'une autre, il convient que le législateur précise que la santé n'est pas une compétence exclusive de l'État et précise qui fait quoi, précise qu'il y a en la matière une gouvernance, une coproduction et précise quel est le rôle de chacun et comment ces actions sont susceptibles d'être complémentaires pour être efficientes. Ensuite, il convient, là encore d'une manière ou d'une autre, organiquement ou fonctionnellement, de mieux associer les collectivités territoriales à l'action conduite par les ARS. Enfin, je voudrais évoquer un échelon peut-être oublié, et c'est peut-être parce que j'ai Philippe Dalli en face de moi, mais je voudrais dire un mot des métropoles. Car s'il est bien un échelon, qui est très oublié, c'est celui des métropoles. Ça n'est pas anormal dès lors qu'elles sont jeunes, mais enfin, je trouve que dans le domaine sanitaire, la crise a révélé qu'elles étaient susceptibles d'être un échelon pertinent. On l'a vu s'agissant de mesures comme le confinement ou les vaccinations. J'ajoute à cela qu'en période normale, des initiatives tenant à la lutte contre les nuisances sonores ou bien encore à la qualité de l'air montrent le lien très important entre santé et environnement. Et voilà un duo qui mériterait également d'être travaillé. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, professeur. Voilà un peu de teasing et de points d'interrogation que nous aimons au Sénat. Donc, je vais passer la parole à Madame Bess et Monsieur Chéreau. Monsieur Valtou était annoncé avec 30 minutes de retard. Et ensuite, je passerai la parole à nos deux rapporteurs que je félicite voilà, pour cette nouvelle fonction. Et n'hésitez pas à souhaiter, vous manifester si vous souhaitez intervenir. Merci, Madame Bess ou Monsieur Chéreau. Je vous laisse vous ordonner, si je puis dire. On va se partager le temps. Merci, Madame la Présidente, de nous avoir associés à vos travaux qui sont très importants aujourd'hui, d'avoir associé l'AMF. Effectivement, nous coprésidons avec Frédéric Chéreau, mon collègue, la commission santé de l'Association des maires de France. Et nous sommes à la base maires aussi. Je suis maire des Herbiers, une commune de 16 500 habitants en Vendée, proche de chez mon voisin des Deux-Sèvres, et présidente de la communauté de communes du Pays des Herbiers. Donc on vit effectivement au quotidien tous ces problèmes de santé, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit le professeur Renaudy sur les difficultés que nous avons sur le terrain, et je crois qu'effectivement l'échelon local est un bon échelon pour tout ce qui touche à la santé, et on le voit encore plus aujourd'hui avec la crise sanitaire où les maires appliquent ce qui est décidé par le gouvernement, toujours un peu dans l'urgence, toujours un peu dans une certaine aussi cacophonie. Quand je dis dans l'urgence, c'est souvent on reçoit des circulaires à 18h le vendredi soir pour une application dans les écoles le lundi matin.
Mais on le fait parce que je pense que les maires sont des bons soldats. Mais on ne se préoccupe pas, en fait, personne ne se préoccupe de la difficulté que nous avons à mettre tout ça sur le terrain. Alors si je prends l'exemple de la crise sanitaire, on a connu le problème des masques, on a connu le problème des tests, et maintenant on connaît le problème des vaccins. Ma commune est comme beaucoup d'autres communes, a un centre de vaccination, ce qui n'est pas simple. Et en fait, le maire est au bout de la chaîne aussi pour tous les problèmes de santé. Et on dit souvent qu'on est à portée d'engueulade, c'est-à-dire qu'on doit répondre à nos concitoyens qui connaissent leur maire avant tout. Et donc il faut qu'on soit toujours dans cette proximité. Je pense que l'échelon local est un excellent échelon pour la santé, pour plus de proximité, parce que nous connaissons nos territoires, pour plus de réactivité, parce que là on voit les lourdeurs administratives, pour plus aussi de bon sens, parce que quelquefois des textes législatifs arrivent et tout le monde est un peu traité de la même façon, c'est-à-dire l'échelon... alors je prends l'exemple, ça n'a rien à voir avec la santé, mais l'échelon de la fermeture des fameux commerces non essentiels, ça n'a rien à voir avec la santé, mais c'est un exemple que l'on pourrait aussi donner dans la santé. C'est-à-dire qu'on considère que la très belle avenue des Champs-Élysées est traitée de la même façon, ou du moins la petite rue commerçante de ma commune est traitée de la même façon que les Champs-Élysées. Bon, bref, je caricature, mais à peine. Hein, c'est-à-dire que voilà, ça manque un petit peu de bon sens. Donc proximité, réactivité, bon sens, et puis innovation. Je pense que les maires ou les présidents de métropole, les présidents d'intercommunalité, avec leurs équipes, sont tout à fait capables d'innover, et notamment dans le domaine de la santé, parce que nous savons ce qui est bon pour nos territoires. Donc, ce que nous demandons, ce que moi je demande en tant que maire, mais je pense que c'est partagé par mon collègue Frédéric Chéreau, c'est beaucoup plus de liberté en fait. Il faut que nous sommes responsables, nous sommes des élus responsables. Nous savons ce qui est bon pour nos territoires. Et je pense que nous manquons aujourd'hui de liberté, notamment dans le domaine de la santé. Vous avez soulevé aussi le problème des ARS, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. C'est un vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment, pour les côtoyer assez souvent, comme tous les élus, que nous sommes écoutés, mais nous ne sommes pas entendus. C'est-à-dire qu'on parle, on propose, quelquefois on est un peu en colère. On le voit là avec les problèmes de vaccination, mais rien ne change, rien ne change. Moi, je souhaiterais que le préfet, dans les départements, ait beaucoup plus de latitude vis-à-vis de l'ARS. C'est-à-dire qu'il soit le patron, en fait, dans le département en matière de santé, puisque l'ARS, aujourd'hui, enfin, le couple préfet-ARS, chez moi, en tous les cas, ne fonctionne pas bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup, madame. Et je profite de votre présence pour vous dire, enfin, à titre personnel, mais je pense que chacun d'entre nous l'a exprimé, le Sénat l'a exprimé, la gratitude que nous devons avoir vis-à-vis des maires et des élus qui, en l'occurrence, étaient des essentiels pendant la crise sanitaire, parce qu'on a vu comment un président de la République peut dire « je veux que les écoles ouvrent ». Et ce sont les élus locaux qui peuvent le faire, donc ce que l'on vous doit. Donc, merci à vous, monsieur Frédéric Chéreau. Merci à vous, monsieur le coprésident. Madame la Présidente, je vais d'abord commencer par me joindre aux remerciements de ma collègue Véronique Besse à votre égard. Merci de votre invitation, merci de l'attention que vous portez à ce sujet de la santé et surtout à la position des élus locaux, à ce que nous vivons au quotidien. Merci aussi par l'occasion que vous nous offrez de faire un petit tour à Paris, ce qui est toujours agréable quand on est un peu cloîtré dans son territoire, même si on adore nos territoires. Voilà. Vous nous avez un peu déconfinés et ça n'est pas le moindre attrait de cette journée. Vous m'avez aussi offert la possibilité de rencontrer de visu ma collègue Véronique Besse et je vous en remercie. Voilà. Voilà. Des choses remarquables, merci de souligner. Au-delà du clin d'œil, Madame la Présidente, je ne ferai pas très long sur le territoire d'où je viens, dans la mesure où nous représentons l'un et l'autre l'ensemble des maires de l'AMF. Un mot simplement pour vous dire quand même que le territoire du Douaisis est un des territoires de France métropolitaine avec les indicateurs de santé les plus dégradés.
à la fois parce que les déterminants de santé y sont dégradés, pollution industrielle, urbanisme compliqué, parfois faible absence des espaces verts, etc. Et également parce qu'on y trouve des pathologies en nombre beaucoup plus importantes que dans le reste du territoire et une mortalité de 30% plus importante à toutes les tranches d'âge que la moyenne nationale. J'ai bu les paroles tout à l'heure du professeur Renaudy et je me retrouve tout à fait dans ce qu'il a dit, comme l'a dit Véronique Besse. Il a été souligné qu'évidemment la santé est une compétence exclusive de l'État, mais quand bien même nous ne souhaiterions pas nous y intéresser, en réalité la question de la santé vient à nous en permanence. J'allais dire, au début j'avais commencé à écrire que la santé est le troisième sujet en général pour lequel on vient nous voir après le logement et l'emploi ou l'emploi et le logement dans l'ordre que vous voulez. En réalité c'est souvent en même temps. Mais je salue Frédéric Valtou, que j'ai le plaisir de voir pour 2 fois en 2 jours. Voilà. Désolé de mon retard. Oui, je disais que la santé est le troisième sujet pour lequel on vient voir son maire en général après l'emploi et le logement, et c'est souvent même lié au sujet de l'emploi ou du logement. L'emploi pour les problèmes de handicap, le logement parce qu'on vient nous dire ah ben, il me faut une maison, moi je ne peux plus monter un escalier, je suis essoufflé, j'ai une insuffisance cardiaque, qu'est-ce que je dois faire? Déménagez-moi. Les habitants viennent nous voir parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant. Les habitants, nous rencontrons aussi, et c'est souvent la nuit, souvent le week-end, des problèmes de santé mentale dans nos territoires. Nos CCAS, évidemment, quand on défait la pelote de toutes les problématiques d'une personne pour essayer de l'aider à se réinsérer, la santé est toujours un des déterminants et un des problèmes non traités. Dans nos écoles, nous rencontrons les questions de handicap, d'allergie, etc. Et en réalité, le seul endroit où les élus locaux sont de droit dans tous les territoires invités à participer à des questions de santé, ce sont uniquement les conseils de surveillance des hôpitaux, qui ne sont d'ailleurs plus des conseils d'administration, mais des conseils bien de surveillance. Voilà. Et au-delà, dans les groupements hospitaliers de territoire, alors je ne vais pas rentrer dans le détail sur les groupements hospitaliers de territoire, sur lesquels personnellement j'ai peut-être quelques questionnements. Je pense qu'en termes de zonage, ce n'est pas forcément très confortable et pas toujours pertinent. Et ce sont des outils qui sont exclusivement hospitaliers et exclusivement hôpital public. Mais je vais laisser ce sujet-là de côté. Nous militons, et Véronique Besse l'a dit, pour une approche territoriale et globale, systémique de la santé, où les élus puissent évidemment s'intéresser à la santé au sens strict. Nous finançons des maisons de santé, nous finançons l'aide à l'installation de professionnels de santé, nous pouvons travailler aussi sur le lien ville-hôpital. Et ça, c'est important, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de mettre en place dans le Douaisis. C'est tout bête, mais les médecins hospitaliers et les médecins de ville s'apprécient, mais se méfient parfois les uns des autres. Ce sont 2 mondes qui ne savent pas forcément toujours si bien que ça travailler ensemble. En tout cas, quand le catalyseur élu est là, ça marche beaucoup mieux. Et puis une approche systémique de la santé, c'est aussi s'intéresser à tout le halo qui est autour de ce cœur strictement sanitaire. C'est-à-dire tout ce qui est le socio-sanitaire, le lien avec les services locaux du département, le professeur Renaudy en a parlé, avec nos ateliers santé-ville, avec nos associations de prévention. Moi, j'ai une association sur la santé du cœur, une association pour le sport des personnes malades, etc. Là-dessus, d'ailleurs, sur cette approche-là, l'importance des contrats locaux de santé est à souligner. C'est un outil qui n'est pas encore généralisé en France et qui, à notre sens, devrait l'être. Et puis, il y a tout ce qui est au-delà, les déterminants de santé au sens large, sur lesquels aussi les collectivités sont aux premières loges. L'alimentation dans les écoles, les espaces verts, le sport, la qualité du logement, l'air, le bruit, le professeur Renaudy en a parlé, avec justement une approche très différente d'un territoire à l'autre et où donc il est absolument essentiel qu'il y ait un regard local à travers ce que nos SCOT, nos EPCI et nos communes peuvent construire. Et cette approche des déterminants de santé est majeure parce qu'en réalité aujourd'hui, et nous le constatons au quotidien, les principales pathologies alors, que nous rencontrons, peut-être pas là en ce moment où c'est un virus qui nous pose problème, mais en réalité sont des pathologies de société, des pathologies de mode de vie, des pathologies environnementales. C'est le diabète, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est l'obésité, c'est toutes les pathologies liées au vieillissement. Donc ce ne sont pas des pathologies qui se traitent avec un SAMU. Ce sont des pathologies qui se traitent sur la compréhension du mode de vie de la personne et son accompagnement au long cours. C'est pour ça que nous avons le sentiment que le modèle très national, centralisé, hospitalo-centré, alors qui a eu son heure de gloire et qui a été à un moment donné nécessaire, c'est tout ce qu'a construit Debré à partir de 1958. Ce modèle-là, aujourd'hui, a trouvé peut-être sa limite et doit trouver un second souffle. Il a même aujourd'hui des biais, moi je le constate en tant que président de conseil de surveillance, un modèle très centré sur l'hôpital et sur les urgences, ça coûte cher.
Il y a des gens qui se retrouvent aux urgences qui ne devraient pas y être. Les hôpitaux râlent que leurs urgences sont surchargées, mais les urgences, c'est le principal apporteur d'affaires de l'hôpital. Et comme on est tarifé à l'activité, avoir de l'activité, c'est bien. Et quand de temps en temps, on peut aussi faire monter des urgences des gens dans les étages, même si ce n'est pas strictement nécessaire, et de préférence les faire revenir après, même si ce n'est pas strictement nécessaire, c'est toujours de l'activité. Donc vous avez des biais comme ça. Je n'accuse pas les individus, mais c'est le système qui les génère. Et lié à ce système très hospitalo-centré, le système des ARS, qui, elles aussi, sont très centrées sur l'hôpital, est un petit peu à bout de souffle. Ce que nous défendons, nous, c'est un modèle territorial fondé sur la prévention, le repérage, l'accompagnement, et un modèle, je le souligne, parce que parfois les élus, peuvent être un peu accusés, on ne le dit pas, mais d'être ceux qui veulent toujours plus de sous, qui réclament des moyens, qui n'en ont jamais assez, qui eux-mêmes sont peut-être un peu dépensiers. Voilà. En réalité, un modèle de ce type qui empêche les gens d'être malades, où l'idée c'est plutôt moins de soigner dans l'urgence les pathologies quand elles apparaissent, que d'empêcher les gens d'être malades, de repérer à l'avance. Ce modèle-là ne coûte pas plus cher. Et je vous parlerai un petit peu plus, si vous le souhaitez, d'une expérience que nous menons dans le Douaisis, mais je sais que c'est également le cas dans les Deux-Sèvres et, Madame la Présidente, un peu plus loin chez vous en Bretagne, dans la Cornouaille, c'est la responsabilité populationnelle. Aujourd'hui, des outils comme les big data permettent de travailler de manière beaucoup plus fine sur le suivi des maladies que sont notamment l'insuffisance cardiaque et le diabète, repérer largement à l'avance, proposer un accompagnement via les médecins traitants et permettre aux gens de vivre avec leur maladie en la stabilisant. Voilà, j'ai été long, je n'irai pas beaucoup plus loin. Encore une fois, merci de votre attention à ce sujet. Nous sommes à votre disposition, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Co-président. Donc, effectivement, je pense qu'on va garder le maximum de temps pour le débat. Merci beaucoup. Et vous savez qu'ici, vous êtes dans la Chambre des territoires et nous sommes convaincus, persuadés que les élus locaux sont des inventeurs de solutions et qu'ils sont parfois des chefs d'orchestre dans tout un champ, on va dire, de compétences ou de services aux habitants, et notamment autour de la santé. Encore une fois, le maire, il est l'incarnation de la République, de l'égalité, de droit et de liberté jusqu'au dernier kilomètre. Et lui, il doit inventer les choses. Monsieur le Président Valletoux, vraiment, je vous remercie très chaleureusement d'être là. Je sais que voilà, votre temps est aussi très précieux. Donc nous avons démarré tout à l'heure notre table ronde. Donc juste pour situer, on va dire, le champ de notre réflexion. Donc la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation est une structure qui est une structure, on va dire, de réflexion, de prospection, d'analyse, de diagnostic, et qui en tout cas s'intéresse à l'efficacité de l'action publique dans tous les champs des compétences, y compris de celles qui ne sont pas données et qui devraient l'être. Et nous sommes en amont du travail des commissions, qui sont des commissions, on va dire, spécialisées et thématiques. Et donc, nous pouvons, par ce regard que nous avons, qui est vraiment le regard des élus locaux, nous pouvons nourrir des travaux de nos collègues et des commissions, et contribuer en association très étroite avec les collègues, en l'occurrence avec la Commission des affaires sociales, à procéder à des avancées législatives quand elles sont nécessaires. Donc nous, notre regard, c'est celui des bonnes pratiques, des choses qu'il faudrait sans doute déverrouiller. Alors, chacun l'a dit, il y a un regard particulier ou un éclairage particulier qui est lié à la crise sanitaire, mais nous savons qu'au-delà de la crise sanitaire, il y a une question récurrente qui est largement aussi éclairée par cette crise sanitaire. Donc, je ne serai pas plus longue. Professeur, sachant que vous avez une... Alors, les maires sont... des couteaux suisses, je dis, parce qu'on voit bien qu'on les interpelle surtout, mais vous avez vraiment une double compétence que je salue, puisque vous êtes à la fois un homme du sérail, si je puis dire, et du sérail santé et du sérail élu local. Donc voilà, votre éclairage sera aussi extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Président. Madame la Présidente, d'abord, je suis vraiment confus de mon retard, mais qui est plus lié aux embouteillages de l'Île-de-France qu'aux contraintes de la crise sanitaire du moment. Mesdames et messieurs les sénateurs, donc merci de m'accueillir à cette table ronde. Je pense que vous faites bien de vous interroger sur effectivement
la place des collectivités locales et des territoires dans le devenir du système de santé, parce que je pense que si la crise va nous révéler quelques évidences, la première, c'est que les Français tiennent éminemment à leur système de santé. La deuxième évidence, c'est que ce système de santé, et notamment, une phrase un peu pro-domo, mais j'y crois profondément, l'hôpital a vraiment, pour l'instant, et il n'y a aucune raison que ça change, joué son rôle de bouclier sanitaire des Français dans cette crise, avec bien sûr l'ensemble des professionnels, quel que soit leur statut, mais néanmoins l'hôpital a quand même été en première ligne de cette crise. Et la troisième chose, c'est que cette crise est arrivée à un moment, sur un système qui était déjà malade et qui souffrait de nombreux dysfonctionnements, et qu'on ne fera pas l'économie en sortie de crise d'abord d'un retour d'expérience, mais ensuite d'une remise à plat certainement de ce système de santé, de manière à effectivement pérenniser ce qui menaçait, non pas d'effondrement, mais en tous les cas se menaçait de difficultés. C'est ce système de santé traversé de nombreuses crises. Je n'aborderai pas là, bien sûr, les questions de financement, je n'aborderai pas là les questions, même si on va y venir un peu, de gouvernance du système et de l'opacité, la difficulté de ce fonctionnement. J'aborderai pas non plus la montée en puissance d'un système qui s'est beaucoup bureaucratisé ces dernières années, au détriment de la confiance que l'on peut faire aux acteurs, et notamment aux acteurs de terrain. Mais en tout cas, la crise a aussi révélé qu'on ne pouvait pas faire sans les collectivités locales et sans les élus locaux. Et ça, on l'a vu dès la première vague, et on continue à le constater avec le déploiement de la campagne de vaccination. C'est une conviction profonde que je portais, mais qu'avec l'ensemble de ceux qui s'impliquent dans la Fédération hospitalière de France, dont je veux dire qu'elle est tout autant une association d'élus que d'hospitaliers, puisque un tiers du conseil d'administration de la Fédération hospitalière de France est composé d'élus, un tiers de directeurs d'hôpitaux et un tiers de médecins hospitaliers. Donc il y a vraiment toutes les composantes de ceux qui font la santé publique dans les territoires, qui participent à cette fédération et qui la font vivre. Donc la conviction profonde de tous, c'était bien que l'avenir de notre système de santé passait par une réforme qui, valorise une approche par les territoires. Quand on regarde les grands champs de l'action publique, il est frappant de voir que dans les grandes politiques régaliennes, il y a eu des moments de modernisation des structures publiques. Je pense à tout ce qui concernait l'économie, les finances, le système du trésor, enfin tout ce que Bercy a fait dans les années 90. On a vu d'autres grands champs d'action publique se moderniser, et finalement le seul qui paraît avoir échappé aux réflexions sur la réforme de l'État, quel qu'ait été le nom des politiques menées, ça a été le ministère de la Santé, et finalement derrière toute la politique de santé de notre pays, avec des structures qui se sont complexifiées, bureaucratisées, je le disais, au fil du temps, et qui finalement ont aussi plutôt eu tendance à exclure les acteurs locaux plus qu'à ne les associer. Aujourd'hui, la France fait face à un déficit de médecins, c'est peut-être son principal écueil. Il n'y a pas de génération spontanée de médecins, donc il va falloir gérer encore pendant quelques années la pénurie. Et si on ne va pas vers un système qui valorise les initiatives locales, qui fait baisser les barrières entre les professionnels de santé, quel que soit leur statut public, privé, libéraux, spécialistes, généralistes, etc., si on ne va pas vers un système qui inclut mieux les paramédicaux, qui inclut mieux les politiques de prévention, on ne sauvera pas un système de santé dont on rappelait que les Français y tiennent. Donc l'un des enjeux, c'est de décloisonner, l'un des enjeux, c'est de favoriser effectivement l'approche par les territoires, et finalement de laisser imaginer les professionnels de santé en lien avec les collectivités locales des systèmes de prise en charge qui peuvent être très différents d'un territoire à l'autre. Frédéric parlait du Douaisis tout à l'heure. Les données de santé dans le Douaisis ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont dans le sud de Seine-et-Marne, chez moi à Fontainebleau. Et ce ne sont pas les mêmes que dans la Nièvre, elles seront pas les. Voilà. Et à partir de là,
ce qu'on attend d'un système de santé, quelle que soit la qualité des acteurs, leur qualité juridique, c'est qu'ils répondent aux besoins de santé des Français et que finalement ils s'attaquent aux maux des populations qu'ils ont à servir. Je rappelle que le système de santé est financé par l'assurance maladie, donc par la cotisation des Français, par un système de solidarité nationale, et qu'à partir de là, même ceux qui ont un statut de libéral, quelque part, sont aussi financés par de l'argent collectif, de l'argent de la solidarité. Et donc, ils doivent répondre, au moins, si ce n'est à des missions de service public, en tous les cas, à des missions dont ils portent aussi des missions d'intérêt général. Et donc, la compréhension aussi d'enjeux qui ne sont pas uniquement, enfin, qui sont des enjeux publics. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les mois, années à venir, il va falloir effectivement arriver, comme le décrivait très bien Frédéric pour sa ville, à faire travailler ensemble des gens qui jusqu'à présent cohabitent plus qu'ils ne coopèrent. Et l'expérience qu'il a eu la gentillesse d'évoquer de responsabilité populationnelle initiée par la Fédération hospitalière de France est une démonstration par la preuve que nous essayons de faire, inspiré du Canada et notamment du Québec, qui a réorganisé son système de santé autour de ce principe de la responsabilité populationnelle. Vous, professionnels de santé, au sens large, vous êtes sur un territoire qui a des données de santé qui ont ces caractéristiques. Vous avez la responsabilité de la prise en charge et vous avez la responsabilité d'inventer des réponses à ces enjeux de santé publique. Quelles sont-elles? Moi, je suis l'État, je vous définis l'objectif. Et après, dans la mise en œuvre, je vous laisse faire. Par contre, je suis l'État, et donc je serai aussi le vérificateur, le garant, et en tous les cas, je serai à la sortie l'évaluateur de la pertinence et l'efficacité des dispositifs que vous proposez. Et là, on voit déjà qu'on serait dans un autre système qui ferait beaucoup plus confiance aux acteurs du territoire, avec un État qui serait bien repositionné dans la définition des grandes missions et des grands objectifs de santé publique. Il est le garant des grands équilibres en matière de santé publique vis-à-vis de la nation. Et puis d'un territoire qui ne se concentre pas à pinailler et à faire au-dessus de la tête des acteurs, mais qui est capable aussi de les accompagner dans l'évaluation des dispositifs mis en œuvre, puisqu'il en est aussi le financeur global. Voilà, et ce schéma-là, on l'expérimente donc autour de 2 pathologies, l'insuffisance cardiaque et le diabète, dans 5 territoires qui ont été cités, le Douaisis, la région de Troyes, la Cornouaille, la région de Niort, et Vesoul, le territoire et le Doubs. Ça fait 2 ans qu'on travaille. On laisse faire les acteurs locaux pour inventer des réponses à ces 2 pathologies que j'évoquais, et on pourra faire la démonstration effectivement que la recherche en efficacité sur ces 2 pathologies, elle est passée par des voies qui sont différentes selon les territoires, parce que les forces en présence dans les territoires ne sont pas les mêmes. Voilà, je voulais juste à la fois faire le lien avec ce que Frédéric disait, citer cette démarche parce que j'y crois profondément et que c'est la démonstration par la preuve que si on fait confiance, on peut inventer des choses adaptées aux besoins, et ça me paraît être un bon élément de ce que pourrait être le rôle des collectivités locales, et j'en terminerai par là demain, parce qu'évidemment tout ça ne fonctionne que si au milieu de tous ces acteurs qui ont des intérêts divergents, parce que les systèmes de financement ne sont pas les mêmes, parce que les intérêts à agir des uns des autres ne sont pas les mêmes, s'il n'y a pas au milieu de tout ça les élus pour finalement jouer le rôle d'entraînement, mais aussi finalement de chef d'orchestre, de pacificateur parfois quand il y a des conflits, de porteur de l'intérêt général, de rappel qu'effectivement chacun porte une mission qui peut-être la dépasse, et bien ça c'est le rôle des élus. S'il n'y a pas les élus qui s'y impliquent fortement, ça ne marchera pas. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Effectivement, on pourrait parler après de la place des élus dans tel ou tel dispositif, mais en tous les cas, là, l'élu, j'allais dire, porte sa mission qui est première et essentielle, d'être celui qui fait avancer au nom de l'intérêt général les acteurs d'un territoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, je crois que vous donnez une définition assez remarquable de ce qu'est une compétence régalienne. C'est-à-dire qu'il y a un État qui doit garantir un service, qui doit garantir une équité, et ensuite il y a l'action de faire.
et faire. Ça se fait sur les territoires et comme vous l'avez dit, ça se fait ensemble et que les élus locaux sont souvent des ensembliers, ils sont des chefs d'orchestre, des médiateurs, en tout cas c'est eux qui impulsent et je salue ma collègue Elisabeth Doineau qui est de Mayenne et qui est venue expliquer dans mon département d'Ille-et-Vilaine à des maires qui voulaient absolument avoir des maisons de santé pleines de médecins que ça n'était pas eux seuls qui allaient réussir l'affaire, mais comme vous le dites, c'est ensemble. Et donc, votre double casquette est intéressante. Alors, nous avons beaucoup de prises de parole. Je vais d'abord passer la parole à nos deux rapporteurs, Philippe Mouillet et Patricia Schillinger. Et ensuite, Laurent Burgoa, Philippe Dallier. Nous aurons ensuite 3 demandes de parole. Donc, vous voyez que le sujet est au cœur de nos préoccupations. Sans doute qu'il est au cœur des préoccupations des Français et de l'exigence de servir nos concitoyens jusqu'au dernier kilomètre. Cher Philippe Mouillet. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, en introduction, permettez-moi, Madame la Présidente, de vous remercier, vous et nos collègues de la délégation, de nous avoir chargés avec Patricia Schillinger de ce rapport avec, on voit bien, un enjeu extrêmement important pour le territoire et donc qui mobilise beaucoup d'élus. Donc merci beaucoup pour cette mission. Nous avons, cette table ronde est l'occasion de lancer nos travaux. Hein, donc vous êtes les premiers à débattre avec nos délégations et en tout cas un grand merci pour vos apports d'information et vos retours d'expérience. Et lorsque nous avons préparé un peu ces travaux et notamment cette future mission, nous avons décidé finalement d'aborder les choses par 2 aspects. D'abord, un côté très pragmatique qui est un peu l'essence même du Sénat, c'est-à-dire de nous appuyer sur les expériences. Donc vous avez déjà, vous, listé un certain nombre d'initiatives, mais je reste persuadé que c'est en s'enrichissant des bonnes et parfois des expériences plus compliquées sur les territoires, portées par les collectivités, portées par les partenaires de la santé, que nous pourrons tirer un certain nombre d'enseignements et peut-être apporter un certain nombre de recommandations ou une forme de, je dirais, de voie à apporter pour essayer de relayer un certain nombre de bonnes idées et de bonnes pratiques. Ça, c'est un point qui est pour nous important et donc naturellement s'appuyons sur les grandes associations de nos collectivités pour avoir justement, je dirais, des sujets et des expériences à regarder. Et puis très rapidement, on va se rendre compte que, on l'a abordé tout à l'heure avec le professeur, on va très vite arriver sur des débats en matière de compétences, en matière de police du maire, en matière de capacité à faire, de réglementation et très rapidement, forcément aussi, le sujet de la compétence ou des compétences partagées sera un point essentiel parce que l'expérimentation nous permet un certain nombre de libertés, mais la généralisation nécessite forcément un cadre réglementaire. Voilà, donc ce sera à peu près les 2 approches sur lesquelles nous allons orienter nos travaux et en sachant que je voudrais, moi, donc, pour lancer les questions, revenir très spécifiquement sur les enjeux concernant la police du maire, avec peut-être quelques exemples. La compétence de la commune en matière de santé publique est marquée par un paradoxe, parce que, à la fois au titre du pouvoir de police administrative générale, le maire est habilité à prendre toute mesure pour assurer la salubrité publique. Et donc, on se rend compte que cette compétence générale se trouve limitée souvent par les dispositions législative selon laquelle la politique de santé relève de la responsabilité de l'État. Voilà, donc je voulais avoir un peu votre avis sur cette ambiguïté entre les enjeux de salubrité publique, police du maire, obligation du maire, et finalement la responsabilité de l'État qui exerce pleinement cette compétence. Ce paradoxe a été illustré notamment au moment de la crise sanitaire, et j'ai en tête notamment l'arrêté du 6 avril 2020 pour lequel le maire de Sceaux, Philippe Laurent, avait donc lui-même rendu obligatoire, vous savez, le port du masque dans sa commune, et donc son arrêté a été finalement, on lui a demandé de faire marche arrière dans ses démarches, considérant que seul s'il y avait des raisons impérieuses liées à des circonstances locales, il a été en capacité de mettre en place cet arrêté. Et donc là, on a eu déjà une décision qui limite quelque part le pouvoir du maire. Et puis, dernier élément, peut-être vous faire réagir sur une des préconisations qui a été portée par la délégation aux collectivités, notamment qui évoquait le fait que nous aurons souhaité qu'on puisse autoriser les communes à exercer un pouvoir réglementaire d'adaptation locale dans le cadre de la protection de la santé des administrés en cas de danger grave ou imminent, dans une logique de subsidiarité et de différenciation, voilà, notamment lorsqu'on considère que l'État n'est pas au rendez-vous. Et je voudrais avoir votre réaction vis-à-vis de cette idée portée par notre délégation qui, à mon avis, peut être un sujet d'actualité dans les mois qui viennent.
Voilà, merci pour cette première série de questions. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, le nombre de prises de parole, voilà, se cumule. Patricia, qui est donc co-rapporteur, Patricia Schillinger, je te propose, voilà, d'intervenir. Vous pourrez peut-être répondre à cette première série de questions et ensuite nous poursuivrons. Donc, ensuite, c'est Laurent Burgoa et Philippe Dallier pour qu'ils soient dans les starting blocks, mais ils le sont tout le temps à temps. Je vous en prie. Tu veux que j'intervienne? Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'associe naturellement aux propos de Philippe Mouillet. Un sujet qui est vaste et qui demande beaucoup d'intervention pour pouvoir justement nourrir ce rapport. Moi, mes questions, elles seront peut-être, vous en avez peut-être déjà répondu à nombreux, mais on demandera peut-être de préciser un peu plus sur les trois questions que je vais vous proposer. Depuis les années 90, la santé publique a été marquée par un mouvement de territorialisation, entendu comme l'adaptation des politiques publiques aux spécificités des territoires. Mais cette territorialisation a été opérée non dans le cadre de décentralisation, mais dans celui de déconcentration. Cette déconcentration a-t-elle produit des effets escomptés selon vous ? Et puis, ne doit-elle pas, à présent, s'accompagner d'un mouvement de décentralisation ? Ne répond-il pas à une demande croissante des citoyens pour une action de santé de proximité, beaucoup plus intense que ce qu'on vit par expérience par certains territoires ? Dans une volonté de simplification et d'amélioration du service rendu, le Sénat a proposé aussi d'élargir les compétences du département en tant que responsable des solidarités médico-sociales. C'est surtout confier au seul département le pilotage des EHPAD ainsi que celui de la médecine scolaire. Nous avons d'ailleurs interrogé des élus sur cette évolution dans le cadre de la consultation en ligne. Qu'en pensez-vous ? Et puis enfin, la Commission de l'aménagement des territoires et du développement durable a publié en janvier 2020 un rapport d'information sur les déserts médicaux. Alors, il y a eu naturellement des initiatives qui ont été développées dans certains territoires comme l'Aveyron ou le Doubs. Que pensez-vous des bonnes pratiques ? En connaissez-vous d'autres ? Quel est le principal obstacle auquel ces initiatives se heurtent ? Est-il d'ordre financier ou juridique ? Quels sont les bons échelons pour conduire de telles initiatives ? Merci. Merci beaucoup. Donc, je propose que vous partagiez les réponses si vous le souhaitez. Donc, qui va intervenir en premier ? Monsieur Renaudy, professeur peut-être ? Oui, je réponds volontiers peut-être aux questions sur les pouvoirs de police du maire. Alors, c'est un fait que ce qu'a révélé la crise, c'est au fond la manière dont était envisagée l'articulation délicate entre l'exercice par le maire de son pouvoir de police administrative générale, a priori très vaste, et l'existence de très nombreuses polices administratives spéciales venant limiter l'exercice de ce pouvoir supposé vaste. Il y a un auteur qui a dénombré plus de 300 polices administratives spéciales existantes. 300 polices créées par le législateur et dans des domaines particuliers où il a estimé qu'il était nécessaire de ne pas s'en remettre à la généralité des pouvoirs de police, mais de spécifier des pouvoirs particuliers. Ce qui fait que ces dernières années, on ne fait que constater qu'un certain nombre d'arrêtés municipaux de police se révèlent illégaux, car ils entrent dans le champ de ces polices administratives spéciales qui s'exercent à titre exclusif pour la plupart d'entre elles. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'arrêté du maire de Sceaux. Celui-ci considérait qu'au regard de la topographie de sa commune, de la population, de la configuration des commerces, il fallait en centre-ville porter un masque, ce qui au fond aujourd'hui relève d'une évidence. Mais il a eu raison trop tôt. Il avait politiquement raison, il avait sanitairement raison, mais il avait juridiquement tort. Il avait juridiquement tort au regard de la manière dont aujourd'hui le Conseil d'État juge des conditions dans lesquelles ces pouvoirs de police peuvent s'articuler.
La décision du Conseil d'État qui a considéré comme illégal cet arrêté, elle est imparable juridiquement. Simplement, là où elle pose problème, c'est que celle-ci dit, oui, peut-être que cela aurait pu être légal à la condition que celui-ci fasse la démonstration de circonstances locales très particulières et à la condition, dit cette décision, qu'il ne remette pas en cohérence l'efficacité des mesures de l'État. Mais là, que veut-on ? Est-ce qu'on veut faire des maires des préfets sanitaires ? Qu'est-ce que c'est que cette idée de remettre en cause la cohérence des politiques de l'État ? Est-ce la décentralisation que la France a connue ? Là, moi, cette décision me pose problème, non pas juridiquement en tant que telle, elle est parfaite, mais du point de vue de la philosophie de la décentralisation. Est-ce qu'on veut réduire les maires au statut de ceux qui mettent en œuvre la politique de l'État et ne doivent jamais sortir de celle-ci et ne faire que l'appliquer? Ça n'est pas ça, la décentralisation. Donc dès lors que dans un cadre décentralisé, des élus locaux ont la possibilité d'exercer des compétences, et doivent le faire librement dans le cadre fixé par le législateur. L'autre sujet, le pouvoir réglementaire d'adaptation, je sais que c'est un sujet qui sert à la délégation. Comment faire en sorte, d'une part, d'accélérer l'édiction des textes d'application des lois, qui parfois sont un peu trop longs, et puis de faire en sorte que ce ne soit pas seulement le pouvoir exécutif qui prenne ces textes d'application. Alors je pense que la matière sanitaire pourrait être un très beau terrain d'expérimentation de ce pouvoir d'adaptation des textes législatifs, c'est-à-dire essayer de confier aux collectivités territoriales la possibilité de prendre des mesures réglementaires d'adaptation des textes législatifs aux spécificités de leur territoire. Et si on cherche des domaines, si tel est votre cas, je pense que la santé constitue un excellent domaine où on pourrait expérimenter ce pouvoir réglementaire qui pourrait être confié aux collectivités territoriales. Merci, professeur. Une autre réponse, et en écho à Patricia Schillinger aussi, je vous en prie. Juste un petit mot sur... Moi, je crois beaucoup à la décentralisation en matière de santé plus qu'à la déconcentration. Je parlais de liberté tout à l'heure. Je pense qu'il faut nous laisser cette capacité d'agir sur nos territoires. Et on est capable d'innover encore une fois. Mais en fait, on se heurte. Ce n'est pas un problème pour moi financier pour répondre à la question. Ce n'est pas ça le premier problème. Le premier problème, ce sont tous les carcans, à la fois juridiques, législatifs. On ne rentre pas dans les bonnes cases, donc on ne peut pas faire. Voilà, en fait, c'est un peu ça. On n'a pas du tout de marge de manœuvre. Alors, il y a plein de choses qui existent. On parlait tout à l'heure des contrats locaux de santé. C'est très bien, mais on a en fait assez peu de marge de manœuvre, encore une fois, pour réaliser très concrètement des choses sur le terrain. Donc, on se heurte toujours aux fameuses agences régionales de santé qui sont là un petit peu comme avec un peu le bâton, quoi, en disant non, on ne pourra pas vous financer parce que vous n'êtes pas dans les normes. Alors, je pense que les maires font attention quand même. On n'est pas des va-t-en-guerre et on essaie quand même de réaliser des choses de bon sens et par rapport aux attentes de nos populations. Donc il faut nous laisser encore une fois cette marge de manœuvre et nous laisser un certain nombre de pouvoirs. Et ce que disait Frédéric tout à l'heure est tout à fait juste, c'est que les maires, en fait, il y a énormément de sujets qui concernent la santé. Ça va de la petite enfance au grand âge, où les maires sont questionnés et impliqués. Monsieur le co-président, et ensuite je passerai la parole à Laurent Burgois et Philippe Dallier. Merci. Oui, sur les pouvoirs de police, j'ai finalement appris avec l'expérience que souvent il vaut mieux regarder la pratique concrète, la manière d'exercer, simplement la capacité à exercer un pouvoir de police que ce que disent strictement les textes. Je vais prendre 3 exemples. Le logement, la santé psychique et l'ébriété sur la voie publique. C'est 3 pouvoirs de police que je suis régulièrement amené à exercer dans des conditions assez différentes. Alors sur le logement, entre parenthèses, c'est un domaine où en réalité plusieurs sources de droit se croisent. Je crois qu'on relève au moins de 2 codes, police de l'habitat et du logement, de la construction et du logement, police de la santé. C'est assez complexe. Théoriquement, quand on est dans les degrés les plus graves d'insalubrité d'un logement, où on relève dès lors d'une intervention de l'ARS,
En réalité, ce sont les maires qui font tout le travail. Ce sont nos SCHS ou les associations mandataires qui se chargent des visites, qui se chargent de rédiger les arrêtés, etc. L'ARS intervient pratiquement derrière uniquement pour signer en bas de la feuille. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment piloté de manière très locale. Et nous aimerions parfois, sur les situations les plus dégradées, justement, avoir un peu plus d'aide, un peu plus d'ingénierie de l'ARS mise à disposition pour ne pas porter la charge de situations si complexes. Sur la santé psychique, autre cas, autre situation, là en revanche, on s'aperçoit que notre intervention, c'est souvent quand une personne malade décompense. Alors que ce soit dans son logement. Voilà, je vous donne des cas concrets. Il est 2h du matin, on est samedi, des gens vous appellent, c'est une situation réelle. Hein. Mon voisin de palier, mon voisin est tout nu sur le palier, ça fait 3 heures qu'il hurle et qu'il pousse des meubles, qu'est-ce que je fais ? Ou alors c'est quelqu'un qui agresse les passants dans la rue parce que là encore, phase de décompensation d'une personne malade. Souvent dans ces cas-là, c'est la police nationale qui intervient. Quand on est de nuit, quand on est le week-end, c'est pas facile pour le maire de mettre en œuvre son pouvoir d'hospitalisation d'office. Et de toute façon, derrière, ça ne donne pas grand-chose parce que les personnes ressortent au bout de 3 jours, tant la psychiatrie publique est saturée. Troisième cas d'école, c'est l'ébriété sur la voie publique, où là, ça pose un vrai problème. Parce que si on veut pouvoir donner suite à une interpellation, il faut que l'ébriété soit constatée pour un médecin. Je vous mets au défi de trouver un médecin pour constater une ébriété sur la voie publique. Ça n'est... Voilà. Constater un décès le dimanche, c'est déjà compliqué. Une ébriété sur la voie publique, vous envoyez la police aux urgences, elle attend 4 heures, elle est vaccinée, elle ne reviendra plus. Vous demandez à un médecin retraité, ça ne marche pas. Vous demandez au médecin des pompiers, ça ne marche pas. Au médecin militaire, j'en ai chez moi, ça ne fonctionne pas. Là, il y a un vrai sujet. Et souvent, vous voyez, dans l'exécution, la capacité pratique à mettre en œuvre les textes, c'est là qu'on achoppe. Déconcentration, décentralisation. Oui, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit. Enfin, le système des ARS aujourd'hui trouve sa limite, et je crois que c'est Véronique Besse qui l'a souligné. Nous avons comme interlocuteurs, nous, les préfets, qui sont des gens qui ont la double qualité de savoir parler aux élus locaux, d'en reconnaître la compétence, d'une part, et d'être polyvalents, de croiser les sujets de manière transversale, ce qui est aussi très important. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de chapelle de l'État, parce qu'il n'y a pas que dans la santé qu'il y en a, qui s'affranchissent de la tutelle, ou au moins du regard du préfet, ce serait une bonne chose. Puis je reviendrai dans une autre question, si vous le souhaitez, sur la manière dont on peut travailler sur les différents niveaux de collectivité, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Sur les déserts médicaux, une chose, est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné assumer, je le dis avec beaucoup de précaution, je ne suis pas médecin, mais de voir s'il n'y a pas moyen de concentrer les médecins, qui sont une ressource rare et chère, sur les tâches qui ont le plus de plus-value, et transférer quelques tâches aux infirmiers, aux pharmaciens, dont on ne manque pas dans nos territoires. On a même parfois des situations de trop-plein. Dans un territoire comme le bassin minier où les déserts médicaux s'installent, on a tous les infirmiers et infirmières qu'on veut, et ce sont des personnes qui se déplacent à domicile. Monsieur le Président, je crois que vous voulez rajouter un mot. Juste un mot pour répondre à une question qui a été posée sur la gouvernance des EHPAD. Et effectivement, ce débat sur ne faut-il pas simplifier la gouvernance des EHPAD, je suis tout à fait d'accord avec l'objectif de simplification. J'alerte simplement sur quel type de simplification. On a quand même vu à l'occasion de la crise, et ça a été révélé, je veux dire, au grand jour, et tout le monde l'a vu, que les EHPAD qui s'en sont le mieux sortis étaient celles qui étaient les établissements qui étaient affiliés et qui étaient intégrés à des filières sanitaires. Et la proximité avec l'hôpital, la proximité avec la filière sanitaire a permis à la fois d'avoir des médecins dans les établissements, mais aussi de pouvoir prendre en charge beaucoup plus rapidement que dans d'autres cas les résidents. Donc l'enjeu de médicalisation de ces établissements est majeur. Il faut bien se poser la question de savoir si une départementalisation de la gouvernance des EHPAD répondrait à cet enjeu de médicalisation et à la question de la bonne intégration dans les filières hospitalières. Déconnecter les EHPAD du sanitaire me semble être un pari qui, au vu en plus de ce qu'a montré la crise, serait risqué. Merci beaucoup. Donc je passe la parole à notre collègue Laurent Burgoa, puis Philippe Dallier, en invitant chacun à faire preuve de son grand talent de concision, parce qu'il y a pléthore de questions et nous devons absolument à 11h aller sur un autre sujet. Laurent et puis Philippe. Merci Madame la Présidente, on va faire droit à votre demande légitime. Merci Madame, Messieurs pour vos interventions qui vont enrichir notre réflexion. Moi, j'aimerais vous interroger par rapport au MSP.
La plupart d'entre nous, nous sortons d'une campagne électorale où on a rencontré les maires de nos communes, de nos départements, et on voit fleurir, de projets de maisons de santé pluridisciplinaires quasiment dans toutes les communes ou dans tous les secteurs. Alors, c'est des projets qui sont lancés ou c'est des projets qui vont être lancés. Mais personnellement, j'ai bien peur que si on a connu il y a quelques années, une guerre des supérettes, il ne faudrait pas qu'on connaisse dans les années à venir une guerre des MSP, surtout vu la pénurie de professionnels. C'est-à-dire qu'on ait des murs, mais qu'on n'ait plus de professionnels dedans. Donc, ma double question, mesdames, messieurs, c'est d'abord, quelle est l'unité territoriale pour vous optimale pour réfléchir à cette implantation? Est-ce que c'est une commune? Est-ce que c'est une PCI? Est-ce que c'est un canton? Et ma deuxième question, ne pensez-vous pas que dans un schéma directeur comme le SCOT, la santé est négligée? Et justement, à travers les SCOT, ce ne serait pas un moyen d'implanter plus intelligemment ces MSP? Merci Madame la Présidente. Je vais pouvoir être assez rapide puisque ma question est exactement dans le droit fil. Sur le sujet de la santé, comme sur d'autres d'ailleurs, on est souvent coincé entre d'un côté le besoin d'une coordination plus ou moins grande et peut-être même d'un pilote dans l'avion ou d'un chef de file, et puis de l'autre côté la demande de plus de liberté des communes, l'AMF l'a évoqué, et donc il y a quelque part aussi une contradiction. Et c'est vrai qu'en fonction de la nature du territoire, et là pour le coup, monsieur le professeur, je vais reparler de la métropole du Grand Paris, on peut pas, les réponses ne pourront pas être les mêmes que dans d'autres territoires. Voilà, chez nous, on a la PHP qui est quand même, je ne sais pas comment la qualifier, mais un mastodonte qui doit se coordonner avec les structures hospitalières privées, le département qui s'occupe du médico-social, les communes qui essayent de s'occuper de tout et qui effectivement ont, et en Seine-Saint-Denis c'est dramatique, un problème de démographie médicale et qui va encore s'aggraver dans les 5 années qui viennent avec les départs en retraite. Et du coup, on a le même phénomène qu'en province où chaque commune essaye d'attirer les médecins dans son CMS, dans sa maison de santé, etc. Mais on n'y arrive pas. Et donc, à mon avis, la solution, elle ne peut s'envisager qu'à une autre échelle, à une bonne échelle, et qui ne peut pas être la même en fonction des territoires. Donc, je voulais juste vous réinterroger sur qui doit être le pilote ou le coordonnateur, en fait. Merci beaucoup. Donc, c'est la santé à quelle échelle ? En ville et en campagne, parce qu'il y a bien le sujet aussi de la problématique de l'accès aux soins en ville que parfois on néglige en se concentrant beaucoup sur des questions qui seraient celles de la ruralité. Je vous remercie. Président, allez, je vais commencer cette fois-ci et je ne répondrai pas à toutes les questions de manière à les faire tourner la parole. Juste un chiffre. La France a perdu 6 000 médecins généralistes ces 10 dernières années. On va en perdre 6 000 les 5 prochaines années. Donc on peut créer autant de MSP qu'on veut. De toute façon, la donnée démographique, elle aura toujours raison sur les bonnes volontés diverses et variées. Quelle est la bonne échelle de création des MSP? Il n'y en a pas. À partir du moment où il y a un projet médical, c'est-à-dire des médecins prêts à s'engager, on peut construire des murs. Mais ceux qui ont construit des murs en espérant que ça allait, comme le miel, attirer les médecins, gardent leurs murs et essayent d'en faire autre chose. Il y a des expériences qui existent, puisque vous parliez des expériences et de la valorisation de l'expérience. Alors je peux d'autant plus en parler qu'elle a été menée dans ma ville, mais il n'y a pas que... On s'est inspiré d'une autre expérience qui a été faite à Coulommiers, c'est-à-dire qu'on a créé à Fontainebleau une maison de santé qui ajoute le label d'universitaire, maison de santé pluridisciplinaire universitaire. Pourquoi universitaire? Parce qu'on travaille donc avec, en l'occurrence là, l'université Paris-Créteil et la fac de médecine et son département de médecine générale, qui est un peu pionnier. Il y a quelques autres universités, mais moi j'encourage tout le monde à aller voir les doyens des facs de médecine, peut-être pour leur vendre ce modèle-là et leur expliquer. En labellisant ces maisons de santé, elles permettent à des médecins qui s'installent dans ces maisons de santé d'avoir, le statut comment on appelle ça, d'intervenant en université, enfin de maître de stage et de pouvoir accueillir des internes. Et l'université s'engage à nourrir ces maisons de santé aussi d'internes en médecine générale, de manière à ce moment-là, effectivement, à ajouter une dimension de parrainage, d'apprentissage à un projet de maison de santé universitaire, à un projet de maison de santé
santé simple. Et on voit que là où ça a été fait, j'ai l'exemple de Coulommiers en Seine-et-Marne, j'ai l'exemple de Fontainebleau, il y a d'autres exemples qui émergent, je crois du côté de Tours, il y a des choses qui se font aussi. Eh bien, c'est un plus, c'est pas la réponse unique, hein, mais disons que on entre dans un projet qui a une autre dimension pour attirer là des jeunes médecins et qui trouvent aussi un intérêt à rentrer dans ce système des maisons de santé universitaires. Voilà, sur la question du bon échelon, je sais que Frédéric a beaucoup réfléchi à ces questions et va pouvoir répondre. Là aussi, je pense que si on pouvait rêver d'un système où, dans certains territoires, on pourrait dire c'est peut-être l'échelon départemental, ailleurs ce serait peut-être le groupement hospitalier de territoire, ailleurs ce serait la CPTS qui est en train d'émerger, parce qu'il y a une force de médecins libéraux, il y a une présence de médecins libéraux qui est forte et qui a envie de se structurer, de porter cette approche d'intérêt général. Je veux dire, là aussi, il n'y a pas de réponse unique. On rêve toujours de réponses uniformes partout aux quatre coins de la France, mais elles peuvent être variées selon la bonne volonté des uns et des autres. Et surtout, je le redis, selon l'état des forces médicales dans chacun des territoires. Merci. Un mot de l'AMF là-dessus en complément ? Peut-être. Sinon, je passe aux questions. Très bref. Sur les MSP, je pense que M. le sénateur a parfaitement raison. Et de toute façon, Laurent Avaltou l'a dit, une MSP ne se fait pas sans médecin. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas de bassin de clients, de patients, ça ne fonctionne pas. Sur qui pilote, je voudrais réinsister sur le fait que au niveau le plus local, il doit vraiment y avoir un rôle d'ensemblier affirmé pour les maires et les EPCI. Dans le cadre de contrats locaux de santé et en dialogue avec d'un côté l'hôpital, de l'autre côté avec les CPTS, c'est vrai que ça a été évoqué, mais c'est un excellent outil. Moi, je ne peux que me féliciter d'en avoir une sur mon territoire qui pilote de main de maître la vaccination aujourd'hui. C'est un outil absolument remarquable. En revanche, si on monte d'un échelon, peut-être qu'on peut esquisser une réflexion où le département serait davantage partenaire de la CPAM avec un travail sur la médecine de ville, la médecine scolaire, etc. Et de l'autre côté, la région, avec sa fonction de construction de grands schémas, sa capacité à piloter de grands investissements, pour être en dialogue avec l'ARS ou ce qui lui succédera et le CHRU. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion autour de cette capacité région-CHRU à distribuer les surspécialités dans les hôpitaux d'une région et donc à distribuer les chefs de service et les grands investissements. Ça, c'est davantage, à mon avis, une compétence de la région. Merci beaucoup. Donc alors, je passe la parole à Rémi Pointreau, le premier vice-président, puis Céline Brulin, puis Anne-Catherine Loisier, qui doit encore être en visio. Voilà. Et chers collègues, j'ai cette fonction épouvantable de timing et de mettre du temps. Rémi ? Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'avais une question assez simple et pragmatique qui concerne l'éventualité d'une loi de décentralisation qu'on appelle la loi 4D qui pourrait éventuellement venir devant le Parlement. Comment pouvons-nous faire mieux fonctionner l'ARS qui est aujourd'hui largement décriée dans son fonctionnement par rapport aux collectivités, les régions, départements? Comment vous voyez, vous, une décentralisation? On s'aperçoit qu'aujourd'hui l'ARS c'est un petit peu l'État dans l'État et qui passe souvent au-dessus des préfets. Et c'est là d'ailleurs pour ça que ça fonctionne mal, parce qu'il n'y a pas de relation avec les élus. Donc voilà, comment on peut faire en sorte que les collectivités, régions, départements soient associés plus largement au fonctionnement de l'ARS. Merci. Ensuite, je passe la parole, et je dis à Céline, puis Anne-Catherine Loisier. Je proposerai qu'il y ait un interlocuteur parmi vous qui porte la réponse, sachant encore une fois que nos rapporteurs compléteront les investigations et pourront porter les questions des collègues qui n'auraient pas pu être posées ce matin. Merci beaucoup Céline et Anne-Catherine. Merci Présidente. J'embraye complètement sur ce que vient de dire notre premier vice-président. Sur l'ARS, sa gouvernance, on a bien entendu ce que vous disiez sur le rôle attendu du préfet qui a un rôle de coordinateur peut-être plus intéressant que les directions générales de l'ARS aujourd'hui. Mais quand même, les ARS, elles avaient pour objectif, il est raté à mon avis, mais c'était l'objectif, de décloisonner le travail des différents acteurs de santé, puisque c'était le regroupement de, je crois, 7 entités préexistantes. Pourquoi, à votre avis, ça n'a pas fonctionné? Parce que ça reste un sujet qu'on fasse travailler ensemble les différents acteurs dans la perspective que vous avez développée les uns et les autres. Et ensuite, quels peuvent être les leviers des collectivités locales pour
travailler un genre de péréquation et de réduction des inégalités sociales et de santé. Par exemple, vous avez évoqué, professeur, le rôle des régions. Elles ont un avis sur les projets régionaux de santé. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable que cet avis soit pas seulement consultatif, mais qu'on aille un petit peu plus loin? Là-dedans, vous avez évoqué la formation des professionnels de santé. C'est tout à fait vrai. Mais ce sont les ARS, ce n'est pas non plus illégitime, et donc l'État qui décide des quotas de professionnels à former. Enfin voilà, on pourrait multiplier les exemples, mais comment les collectivités ont un levier pour réduire ça? Et puis je rejoins très rapidement les questions de nos collègues précédents, c'est-à-dire qu'il y a quand même un sujet, moi je vais le dire avec mes mots, de concurrence entre territoires dans le cadre de la pénurie qu'on connaît. Et donc comment on fait pour que cette concurrence n'amplifie pas les déserts, mais qu'au contraire, on essaye de les résorber peu à peu. Merci beaucoup. Je passe la parole à Anne-Catherine Loisier et je dois un droit de réponse au professeur Renaudy. Anne-Catherine Loisier, qui est en visio, si tu nous entends. Tout formidable. À fait. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonjour Madame la Présidente, bonjour à tous, merci beaucoup aux intervenants. Donc moi je voudrais juste rebondir sur les éléments qui viennent d'être évoqués par mes collègues et je voudrais avoir le sentiment des intervenants sur effectivement les capacités d'invention et les initiatives de certaines collectivités qui conduisent parfois, et je l'observe de plus en plus dans mon territoire en Bourgogne, à salarier des médecins. Ce qui pose quand même un certain nombre de questions en matière aussi de surenchère, de morcellisation, je dirais, des stratégies locales. Donc, comment, dans ce contexte, que pensez-vous de ces initiatives? Comment, selon vous, pouvons-nous préserver une certaine quand même cohérence de l'accès, de l'égalité aux soins? Ça repose donc la question, effectivement, du niveau de décision des stratégies dans les territoires. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ces trois questions se ressemblent assez pour certaines d'entre elles. Donc, professeur Renaudy. Je voulais répondre à votre question, monsieur le sénateur, concernant les maisons de santé. Il me semble qu'aujourd'hui, il n'est possible pour une collectivité de soutenir financièrement la création ou l'installation d'une maison de santé qu'à la condition de se situer dans un territoire ayant été déterminé par l'ARS comme nécessitant la création de ce type d'établissement dans le cadre du schéma régional d'organisation des soins qui est établi par l'ARS. Ce qui est une forme de contrôle, ça veut dire qu'on ne peut pas soutenir n'importe quelle création de maison de santé, il faut se situer dans ce cadre très déconcentré pour le coup. Et on pourrait tout à fait imaginer, ce qui rejoint une autre question posée, on pourrait tout à fait imaginer que les collectivités soient beaucoup mieux associées à l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins, qui est un document de planification stratégique fondamental établi par les ARS, peut-être de manière trop isolée par celle-ci. S'agissant du SCOT, le SCOT, c'est un formidable outil qui doit contenir un volet sanitaire. Ça n'est pas le cas tout à fait aujourd'hui, mais au regard de la portée juridique du SCOT, je pense que l'idée de renforcer celui-ci dans le domaine sanitaire, c'est une excellente idée. Je crois savoir que la métropole du Grand Paris est en train d'élaborer son SCOT, et il pourrait y avoir un volet de santé au regard de l'importance prise par ces enjeux. Peut-être d'un mot les ARS. En effet, le constat est partagé selon lequel il faut mieux associer les élus locaux à leur fonctionnement. Est-ce que ça passe par la modification du conseil d'administration, de surveillance de celle-ci? Est-ce que ça passe par une coprésidence avec l'échelon régional? Ce type de situation doit évidemment être envisagé. Je crois néanmoins qu'au-delà de ces aspects organiques, c'est bien l'élaboration des documents qui sont réalisés par l'ARS. Tous ces plans, tous ces schémas qu'on a peut-être un peu négligés en se disant que, au fond, c'était des normes de droit souple, très bureaucratiques. On en a vu l'importance. Et il faut qu'au stade de l'élaboration de ces documents de planification sanitaire stratégique, les élus locaux soient représentés, soient à la table de rédaction de ces schémas pour porter la voix des territoires, pour que ceux qui figurent dans de tels schémas qui se révèlent beaucoup plus importants qu'on ne pouvait l'imaginer, et bien que leur voix soit entendue à ce stade et non pas quand il s'agit d'appliquer ces schémas 2 ans après. Merci.
peut-être un mot un de vous trois peut répondre au volet initiative des territoires et évitement d'une concurrence stérile quand on est en situation de pénurie, vous l'avez bien dit, Président Valtou. Qui veut répondre à ce point-là? Je voulais juste rebondir sur l'ARS très rapidement, terre à terre. Il faut que le délégué départemental de l'ARS ait plus de pouvoir. Il n'en a pas aujourd'hui. Donc il ne peut rien dire. Donc il faut que le préfet soit le patron. Et il faut aussi que tous les niveaux des collectivités soient présents dans la gouvernance des ARS pour avoir un certain contrôle et pour mieux comprendre ce qui est mis en place. Merci beaucoup. On considère qu'il a été répondu ou vous souhaitez... Parfait, vous êtes formidable. Bon. Et donc, je vais maintenant passer la parole à notre collègue. Donc, j'ai 4 demandes de parole. Donc, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Fabien Genet, Michel Gréaume, Bernard Delcros, Sonia de la Provôté. Voilà, donc Fabien, Michel Gréaume et Bernard Delcros. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, c'est un témoignage, une interrogation, une réflexion. Un témoignage, c'est vécu lorsque j'étais maire de Digoin, commune de 8000 habitants, qui a vu ces médecins quasiment disparaître en quelques mois. Et à l'époque, l'ARS, le secrétariat de l'ARS et l'ordre des médecins, qui étaient sollicités par les Digoinais qui n'avaient plus de médecins traitants, eh bien, renvoyaient ces patients sur le maire. Et donc, au-delà de la répartition des compétences, lorsqu'il y a pénurie, finalement, on se retourne naturellement vers le maire. Et donc, ça me conduit à une interrogation juridique peut-être à poser au professeur de droit. C'est dans l'actuelle répartition des compétences, c'est l'État effectivement qui est responsable de la politique de santé. Lorsque l'État est défaillant, comment finalement peut-on engager la responsabilité de l'État au titre de cette défaillance? Et est-ce que ça permet aux acteurs locaux d'intervenir à ce titre-là? Et d'ailleurs, par exemple, le Conseil départemental de Saône-et-Loire vient de lancer un centre départemental de santé qui salarie des médecins généralistes, qui va maintenant commencer à salarier des médecins spécialistes, au motif que, par exemple, dans un certain nombre d'EHPAD qui étaient de sa responsabilité, il n'y avait plus de médecins traitants ou il n'y avait plus de médecins coordonnateurs, et donc là aussi, il y avait des faillites. Et puis, je terminerai en ayant peut-être une réflexion un peu provocatrice, Madame la Présidente, mais étant élu depuis quelques années maintenant, ayant vécu cette situation de pénurie sur le terrain, qu'on a vu venir depuis 2010, nous sommes aujourd'hui en 2021, je me demande si finalement, face à cette pénurie, on ne se trompe pas de solution et qu'au lieu de se demander quel sera le meilleur échelon pour gérer cette pénurie, il ne faudrait pas finalement s'attaquer à la pénurie et considérer qu'il faut désormais organiser un concours de médecins généralistes, par exemple, en fixant dès maintenant les règles avec obligation d'installation. Ce sont des propositions qu'on a vu naître dans les années autour de 2010 et on nous disait à l'époque qu'il ne fallait pas aller dans cette direction parce que ça mettrait trop longtemps pour former ces professionnels. Aujourd'hui, nous sommes 11 ans après et finalement, on en est toujours à se demander comment gérer la pénurie. Ça devient malheureusement, semble-t-il, un biais très français. Merci, cher collègue. Michel. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous. Je trouve cette réunion très intéressante. Merci, Monsieur Chéreau, pour avoir fait la description réaliste de mon département. Et je suis totalement d'accord sur le fait que la santé est une compétence de l'État et ne doit pas mettre en danger la santé de ses concitoyens. En effet, les indicateurs sociodémographiques démontrent la fragilité sociale qui caractérise les Hauts-de-France, avec un indicateur de mortalité le plus important de l'ensemble du territoire. Malgré les efforts des élus pour mettre en place différentes actions, notamment, je rappelle, il y a des locations de bureaux et des médecins qui sont payés par les maires actuellement. Il y a des arrêtés divers, des actions sur la santé. Il y a quand même une limite des compétences justement pour ces élus. Et faisons attention aux transferts qui ne leur accompagnent pas. Les actions ne peuvent venir, à mon avis,
qu'en complément des réponses apportées par l'État sur le manque de professionnels de santé, de structures, notamment comme chez nous dans le Nord, avec une fuite vers la Belgique pour les EHPAD, pour les établissements, pour les personnes handicapées, le manque de matériel qui donne des délais d'attente pour les examens anormalement très longs, l'ensemble occasionnant des surcoûts également avec des dépassements d'honoraires et très peu de prévention qui fait qu'énormément de personnes aujourd'hui ne se soignent plus. Voilà, c'était juste une observation. Merci. Chers collègues, alors il reste 5 minutes. Alors je vais vous proposer de relever un défi. Je suis sûre que vous allez le relever. Je vais proposer très rapidement, parce qu'encore une fois, on a 5 minutes pour 2 nouvelles questions et des réponses, mais je veux frustrer personne. Donc Bernard Delcros et Sonia de la Provôté, s'il pouvait être d'une extrême concision. Et ensuite, je proposerai une réponse, parce que le Grand Paris nous attend, ce qui est un autre sujet. Voilà, donc Bernard et Sonia, en vous remerciant d'avance de cette concision et en vous demandant de me pardonner pour ce harcèlement sur l'exigence de concision. Merci Bernard. Merci Madame la Présidente, merci à chacun des intervenants pour ces échanges très intéressants. Je vais m'exécuter sur la concision. J'ai 2 questions. Je veux revenir sur le propos de Véronique Besse, que je partage parfaitement, sur l'idée qu'il faut donner plus de prérogatives au local. Pouvez-vous, Madame Besse, nous préciser de manière plus précise quelles seraient les mesures concrètes qu'il y aurait à prendre pour y parvenir? Et deuxièmement, je veux revenir sur la difficulté dans certains territoires de l'accès aux soins de premier recours. On sait que l'accès à un médecin généraliste est souvent très compliqué, parfois impossible, et contribue d'ailleurs à saturer les urgences, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Monsieur Clémenceau, vous nous avez dit c'est moins 6 000, je crois, médecins généralistes, et on va continuer en quelques années, on va continuer sur cette ligne-là. Pouvez-vous selon vous, quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est le numerus clausus? Est-ce qu'il y a un désintérêt pour le métier de médecin généraliste? Et en continuité, pour reprendre ce qu'a dit Anne-Catherine Loisier, est-ce que les initiatives qui sont prises en matière de salariat des médecins généralistes, est-ce que ça peut être une bonne solution? Quelle évaluation peut-on en faire? Je vous remercie. Merci beaucoup Sonia. Le défi de la concision est pour toi, merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, je vais essayer de répondre au défi et donc poser 2 questions. La question de la santé est une question extrêmement complexe. C'est un sujet systémique entre la prévention, la prise en charge, programmée, non programmée, les suites de soins, etc., etc. Il y a une complexité organisationnelle et je voudrais connaître votre point de vue là-dessus, notamment au national, qui a été mise complètement en lumière lors de la crise que nous avons traversée. On n'a pas évoqué ce sujet, mais la multiplicité des intervenants nationaux induit aussi une complexité dans la façon dont les ordres et l'organisation est transmise sur le terrain. Et donc, ne voyez-vous pas là une première opportunité pour rendre plus lisibles les politiques de santé au plan national? Et notamment, je pense à un intervenant qui est le financeur via les cotisations sociales, qui est la CPAM, la Sécurité sociale, et pour laquelle on a besoin de savoir quel est le rôle réel qu'elle joue en dehors de celui d'assurance dans la prise en charge sanitaire sur le territoire. Et sur cette complexité, vous dire que la question de la compétence santé est quand même un sujet complexe. Est-ce que ce doit être une compétence partagée? Quel est votre point de vue? Ou une compétence répartie avec une hiérarchie en fonction des échelons? Est-ce qu'on répartit la compétence santé, ce qui paraît complexe, mais pourquoi pas finalement qui pourrait être utile et opérationnel. Est-ce que vous voyez l'idée de chef de fila qui pourrait se dessiner sur certains secteurs de la santé et qui en serait en charge? Vous avez évoqué la question de la planification et finalement de cette question d'aménagement du territoire, de l'accès à la santé. Et est-ce que vous imaginez des schémas qui s'articuleraient comme des paupérus de la région au département, les SCOT et puis les intercommunalités derrière? Est-ce que c'est pas une solution finalement où chaque acteur, l'État et les collectivités locales, ainsi que les intervenants extérieurs, parce qu'on a une multiplicité d'intervenants extérieurs dans le domaine de la santé, qui pourraient participer à co-construire des politiques à chaque échelon qui seraient complémentaires, opérationnelles et qui permettraient de mieux gérer en collégialité les moyens? Je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc, comme dans une salle d'examen, vous avez 2 minutes. Donc voilà. Donc je propose que nous allions sur ce temps de réponse, qui sera aussi un temps de conclusion. Président. Je vais essayer d'être très synthétique. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité à la pénurie des médecins. C'est aussi le résultat de politiques publiques qui ont été conduites pendant des années et qui ont conduit à cette situation-là. On ne manque pas de pharmaciens, on ne manque pas d'infirmières, et c'est sans doute dans la manière dont on a effectivement abordé et dont on organise la médecine en France qu'il y a un sujet, mais qui est un sujet de fond. On est un des rares pays qui organise à partir d'un financement, je l'aurais dit, public, cohabitation d'acteurs sur lesquels pèsent des droits et des devoirs très différents. Tout à l'heure, il était pointé le fonctionnement des ARS. N'oubliez pas que les ARS n'ont pas la main sur l'ensemble des acteurs de santé. Ils ont la main sur les acteurs publics. Pour ce qui est des acteurs libéraux, ils fonctionnent de manière, avec leur propre mode de fonctionnement, sans toujours être partie prenante de l'intérêt général et des préoccupations de l'intérêt général. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis le premier à être parfois critique vis-à-vis des ARS, mais il ne faut pas trop les charger de tous les maux à partir du moment où, de manière consubstantielle, notre système est organisé de telle manière à ce qu'il n'ait pas les réponses et en tout cas les manettes pour agir sur tout. Donc, à la question qui était posée tout à l'heure, effectivement, est-ce qu'il faut prendre ce manque de médecins comme une donnée sur laquelle on ne peut rien faire? Écoutez, on a organisé la pénurie de médecins pendant des années. On s'aperçoit sans doute que c'était un choix stratégique qui produit des effets qu'on vit tous et qu'on subit tous. On a encore une bonne dizaine d'années à subir ces choix stratégiques d'il y a quelques années. Si on veut changer, il suffit à ce moment-là d'opérer le contraire et de rendre aussi peut-être de remettre la question des droits et des obligations de chacun sur la table. Il n'y a pas de question taboue lorsqu'on parle de médecine. Le président de la République a repris un chiffre qui a été démontré par beaucoup d'études, qu'il y a sans doute 30% des dépenses de santé en France qui sont des dépenses inutiles. La régulation des dépenses de santé est aussi un sujet important qui ramènera aussi peut-être et s'interrogera sur le rôle et la place de chaque acteur dans le système. Merci, professeur Grenouille, peut-être. S'agissant de la question sur l'engagement de la responsabilité, je pense que tout est envisageable. On peut tout à fait envisager de considérer que l'État pourrait avoir commis une faute dans l'organisation des soins. Simplement, je ne suis pas certain que ce soit sur on peut l'imaginer théoriquement, je ne suis pas certain que ce soit sur ce terrain qu'il convient de s'engager. On voit bien d'ailleurs que les réactions des collectivités face à la pénurie, ça n'est pas d'entamer des procédures juridiques, c'est de faire. C'est de salarier des médecins, c'est de financer des maisons de santé. De manière